Du coup, juste, est-ce que tout le monde a une définition de l'observabilité ou pas? Je vais en donner une qui va, je pense, faire peur à tout le monde, enfin à tous ceux qui savent ce que c'est, mais en gros, c'est la capacité à savoir ce qui est en train de se passer. C'est un peu stupide, mais quand on augmente la complexité de nos services et de nos infras, notamment en rajoutant des couches d'abstraction, on a moins de facilité à comprendre ce qui est en train de se passer, notamment à grande échelle. Et du coup, l'objectif, c'est de regagner, ou en fait d'avoir une capacité minimale de compréhension pour savoir ce qui est en train de se passer sur notre système. Notamment, nous, on a un cas particulier qui est qu'en fait, on dockerise et on passe sur Kubernetes plusieurs applications. Du coup, on a vraiment envie de passer le moins de temps possible pour le faire, parce que souvent, c'est des choses qui ne sont pas forcément prévues et où le client ne va pas avoir une grosse valeur perçue dessus. Et le deuxième, c'est on veut avoir un seuil minimal pour tout, pour éviter qu'on ait une application qui soit mal aimée dans un coin et sur lequel on n'ait aucune erreur. Et le jour où ça casse, bah, en fait, on n'est même pas averti automatiquement. C'est un client qui appelle en nous disant mon site ne marche pas depuis 2 heures. Donc, c'est un peu l'objectif, c'est avoir vraiment la base minimale. Il y a des choix techniques qu'on fait qui sont, si vous avez une application que vous bichonnez pendant longtemps, ne seront pas forcément adaptés. Ici, c'est vraiment avoir la base minimale à partir de laquelle on considère qu'on peut dormir sereinement la nuit et qu'on a les informations nécessaires. Je réponds? Non. Très bien. Donc en fait, c'est répondre à 2 grosses questions. Savoir quand est-ce que ça marche pas et savoir avoir des informations sur pourquoi ça marche pas. Donc toute la partie est-ce que ça marche et savoir quand ça marche pas, on va chercher on va avoir une approche basée sur des symptômes. On va identifier quelques symptômes qui vont être très intéressants, qui vont être vraiment d'un point de vue complètement boîte noire de très loin, en disant bah ça a l'air de pas marcher, si ce truc là marche pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui marche derrière. Et l'objectif c'est de couvrir le plus de scope possible avec le moins d'alertes, passer le moins de temps possible pour concevoir des alertes, monitorer des symptômes. Du coup d'expérience, on a vraiment 3 symptômes qui sont importants. Le premier, qui est vraiment la base de la base, c'est se placer à l'extérieur, complètement à l'extérieur de l'infra, payer un service tiers pour faire des gets sur certaines routes et vérifier que le service répond des 200. Et surtout, répond des 200 dans un temps acceptable. Parce que si je mets 15 secondes à servir une 200, mon service ne va pas bien du tout et il faut lever une alerte. Donc ça, c'est le premier symptôme, qui est se placer du point de vue du client. Ça évite d'apprendre qu'il y a un incident de prod en se faisant appeler par un client. Ça permet notamment juste d'envoyer un message avant en disant on est au courant qu'il y a quelque chose, on est en train d'intervenir. Ou ça permet, si on fait une migration et qu'on est au courant rapidement qu'on a lancé quelque chose qui ne marche pas, on peut lancer le rollback et minimiser l'impact d'un point de vue business. Le deuxième symptôme qui est propre à Kubernetes, c'est ce qu'il appelle unschedulable. Il n'est pas capable on vient d'écrire des ressources, il n'est pas capable d'assigner cette ressource à un endroit. Donc il ne va pas la démarrer. Dans le meilleur des cas, vous demandez une mise à jour, du coup il va essayer de créer la nouvelle ressource, il n'y arrive pas, du coup il n'arrête pas l'ancienne. Dans le pire des cas, il arrête l'ancienne et il se rend compte qu'il ne peut pas créer la nouvelle. Donc là on se retrouve avec plus de prod. Donc ça c'est vraiment, et typiquement en fait ça peut être, on peut perdre des heures de développement aussi, où en fait il a raté sa mise à jour, il n'a pas trouvé la place de lancer le nouveau composant, du coup il a gardé l'ancien en disant je ne vais pas arrêter le service, et du coup on pense avoir poussé des modifications en prod, qui sont absolument pas poussées et sont toujours en attente parce que c'est bloqué. Et le troisième symptôme, ce qui s'appelle back-off en langage Kubernetes, grosso modo, c'est un pod qui crash, une application qui redémarre, qui ne se comporte pas bien. On a 3 types de crash qui font des redémarrages. On a le crash applicatif, votre application plante, que ça soit dans les migrations, dans l'entry point, le serveur qui ne va pas, la liveness qui ne passe pas, c'est considéré comme un crash applicatif. Ça peut être l'image, vous n'arrivez pas à aller récupérer votre image Docker, c'est un crash, il n'arrive pas à le lancer, il crash, il réessaye, au bout d'un moment il va arrêter, il va passer en état, j'arrête de suite, image pull back off, j'arrête d'essayer. Et le troisième, c'est sur des cron jobs, des jobs récurrents. Au bout d'un moment, en fait, si ça fail, il va essayer de les relancer. Et à certaines fois, en fait, s'il les relance, ça marche pas. Et là, il va dire, ce truc-là, j'ai essayé de le relancer 3 fois, je sens qu'il y a un souci, du coup, on va arrêter les frais. Donc ça, c'est les 3 gros symptômes. Je pense que si vous les monitorez, si vous mettez des alertes sur ces 3 choses-là, on s'en sort déjà pas mal. On a la plupart de la visibilité de est-ce que l'application fonctionne ou pas. Alors un exemple de symptômes, les symptômes ça peut être des logs. Du coup on va vouloir exploiter ces logs d'une certaine manière. Google a le bon goût
de base quand on crée un cluster Kubernetes, par opposition à tout ce qui est Kubernetes chez Amazon, où en fait il intègre tous les logs de tous les composants de base à un endroit qui s'appelle Stackdriver. Et alors ça c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup trop de logs. Donc quand on regarde, on tombe sur des choses et on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a beaucoup trop d'informations. Par contre, quand on cherche une information précise, ben en fait on l'a forcément parce qu'il y a tout qui arrive dedans. Du coup on se retrouve, là si mon symptôme c'est j'arrive pas à schedule, j'arrive pas à lancer un conteneur, un pod, ben en fait avec la petite règle qui va bien que j'ai écrite ici, on peut se retrouver en fait à avoir des logs qui indiquent c'est en train de se passer, il y a un problème. Et du coup, par-dessus, on va pouvoir aller créer des alertes pour si jamais on voit cette ligne de log, ça veut dire qu'il faut sonner parce qu'on a quelque chose qui ne va pas. Un deuxième exemple de log où typiquement avec une autre alerte, parce que je la mets parce que pour histoire que vous les ayez si vous récupérez les slides, une alerte back-off, ben en fait on voit que ici il n'arrive pas à pull une image et ici il a un conteneur qui redémarre et qui ne démarre pas. Donc là c'est typiquement double erreur de dev, on démarre un nouveau projet, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Donc ça c'est typiquement vraiment le genre de log qu'on peut avoir et on veut surtout mettre des métriques dessus et de l'alerting, sachant qu'en fait quand l'alerting va sonner, l'avantage c'est qu'on va pouvoir cliquer sur un lien qui nous emmène sur la ligne de log qui a généré ça et du coup on a une idée de pourquoi est-ce que ça a sonné, sachant que quand on clique dessus on a le nom du conteneur, qui l'a lancé, pourquoi il l'a lancé, de quand ça date, donc on s'en sort assez bien. En parlant des alertes, quelque chose qui est vraiment super important quand on reçoit cette alerte, et j'ai parlé de cliquer pour aller voir, c'est avoir un maximum de contexte possible en tant que personne qui reçoit l'alerte. C'est-à-dire, si on a une alerte, on veut savoir qu'est-ce que ça implique pour les utilisateurs, qu'est-ce que ça implique financièrement pour l'application, est-ce qu'il faut prévenir le client, est-ce que c'est la fin du monde ou est-ce que c'est quelque chose de pas normal mais on peut s'en sortir. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aider, qui sont qualifiés sur ce type d'alerte, est-ce que ça s'est déjà produit? Si on a une alerte qui se produit tous les premiers du mois, bah en fait on va commencer à se dire qu'il y a peut-être quelque chose avec le fait qu'on envoie des factures tous les lundis premiers du mois et que on reconnaît un pattern beaucoup trop évident, qui est déjà arrivé. Et s'il y a des services qui sont fortement liés. Donc le cas classique c'est j'arrivais pas à pull mon image, bah en fait on va dire pensez à regarder le registre, si jamais vous avez les permissions, si l'image existe, on peut mettre des informations pour que la personne qui prenne l'alerte soit directement en capacité d'aller vite vers la partie qui est intéressante. Donc là, un exemple de contexte, dedans il n'y a pas tout, mais c'est déjà minimum, c'est j'ai un health-check HTTP qui passe pas, et d'ailleurs on remarque il passe pas parce que j'ai reçu un code d'erreur qui n'était pas bon, il passe pas à cause du temps. Ou en fait, si je mets plus de 2,5 secondes à répondre, c'est qu'il y a un énorme souci et que ça marche pas. Donc ça, typiquement, on l'a eu sur une application il n'y a pas si longtemps que ça. On reçoit une alerte et en fait dans l'alerte on va mettre une petite documentation, voir des choses qui sont très intéressantes. En fait on vient placer des liens vers d'autres ressources, d'autres dashboards qui peuvent aider. Donc typiquement là je peux avoir, si c'est une alerte sur un job qui fail, en fait je peux avoir un lien vers un dashboard, par exemple un dashboard qu'Arnaud a pu construire sur l'historique des fails des cron jobs. Et donc en fait on voit que ça se passe toutes les semaines, et toutes les semaines il y a un peu de fail mais pas beaucoup, et que là on a vraiment beaucoup plus. Par opposition à, si jamais on avait une tendance très linéaire, quelque chose de croissant, on l'interpréterait pas pareil et on se dirait, ben en fait c'est un problème qui est présent depuis le début de ma pente et qui en fait augmente avec la quantité de données que j'ai et à un moment j'ai atteint le seuil critique où ça a déclenché l'alerte. Donc on a les deux et avoir des graphes et des petits dashboards et les mettre en lien dans les alertes, c'est un contexte qui est fantastique où quand on peut très bien qualifier de est-ce que c'est un bug que j'ai introduit maintenant, que j'ai introduit il y a 3 mois, ou c'est un truc qui a toujours été présent et un problème de dimensionnement. Quand la personne prend l'alerte, c'est important qu'elle ait le plus de contexte possible. Et il y a une autre chose qui nous va être plus organisationnelle, mais je pense que c'est pareil partout, c'est que cette alerte, en fait, si j'ai une alerte, il faut que je puisse faire quelque chose. Si j'ai on parle d'actionnabilité. Si je reçois cette alerte, en fait, et que je peux rien faire, ben, j'ai pas à la recevoir. Parce que, par exemple, si je m'habitue à recevoir des alertes où je peux rien faire, je vais plus les lire. Du coup, ben, en fait, ça sert à rien. Et le jour où j'ai une alerte qui m'est importante, je la lirai pas. On a le souci sur plein de choses. Et que je sois dans la bonne équipe et que j'ai les droits à la fois techniques pour mettre en place la remédiation, que j'ai pas un refus de permission quand j'essaie de me connecter au cluster qui va bien, et que j'ai une autorisation organisationnelle pour dire bah, j'ai l'aval du reste de l'entreprise, je peux prendre ces décisions en autonomie tout seul pour régler le problème. Et de préférence, quelque chose qui est plus là d'un côté humain où c'est beaucoup plus agréable, c'est en fait avoir une procédure de réponse à incident, savoir quoi faire lors de ces alertes. Souvent, c'est des moments où ça va pas, et du coup, plus on va guider la personne en fait dans son action, plus c'est simple à la fois pour l'humain et moins on a de chance d'avoir d'erreurs. Du coup, c'est vraiment
augmenter l'actionnabilité, en fait, que chaque alerte soit vraiment pertinente et prenne le moins de temps de cerveau possible à la personne. Et on fait le lien, il y a des alertes qui ne sont pas pertinentes. Celles-là, il faut absolument aller les sortir de manière régulière. C'est important de réévaluer les alertes. Toutes les alertes trop fréquentes, les alertes non fonctionnelles, c'est-à-dire qui ne marchent plus. Typiquement, Google est un grand spécialiste de ça. On fait des alertes sur des formats de log. Des fois, ils nous changent les formats de log. On a reçu un mail ce matin qui disait qu'ils avaient changé le format de log de certains composants de Kubernetes, qui fait que du coup, nos alertes, ça se trouve, sont complètement obsolètes et ne vont plus du tout sonner en cas d'incident. Ce qui est le cas là, en fait, ils changent le format de log. On a un an pour changer, mais voilà. Dans un an, il y a des logs qui changent et du coup, on est potentiellement impacté. Il y a des alertes sur lesquelles, en fait, en post-mortem, on va se dire il y a eu cette alerte qui s'est levée, j'ai pas su l'interpréter. Ou en fait, j'avais toutes les informations, a posteriori, je comprends très bien comment ça s'est déroulé. En pratique, il m'a fallu 2 heures pour réagir correctement avant de trouver et de cerner le point. Il manquait peut-être de contexte dans les alertes, ou inversement, il y avait trop de contexte et en fait, l'alerte voulait dire autre chose. Du coup, vraiment, réévaluer les alertes, et dès que vous recevez des mails Google, il faut se poser la question si elles sont encore valides. Et alors, tout ce qu'on a fait, on s'est rendu compte a posteriori, qu'en gros, ça c'est quelque chose qu'on a développé de manière un peu incrémentale, que grosso modo, il y avait une méthode qui existait, et qu'il y avait des gens qui avaient déjà formalisé, qu'on n'était pas les premiers à l'avoir fait, c'est étrange, qui s'appelle la méthode CASE, C pour contexte, A actionnable, S symptôme, E évaluation, qui est une méthode sur comment faire des bonnes alertes. Donc là, en fait, on s'est dit, a posteriori, c'est bien, maintenant on va se la réappliquer sur nous et regarder sur ce qu'on a fait, si on est cohérent par rapport à ça ou pas. Donc la réponse est, on est cohérent. Et je vous invite fortement à regarder ce site. C'est un article qui est super court et vraiment très, très, je pense, fondamental sur ce genre de choses. Deuxième point, la question, maintenant que je sais que je reçois une alerte, il y a des actions à prendre, je sais que ça ne marche pas, savoir pourquoi ça ne marche pas. Je vais exclure immédiatement toute la partie charge, consommation des ressources, CPU, RAM, pour 2 raisons. Déjà parce que c'est des choses qui sont purement infra et souvent n'ont pas de valeur immédiate, où en fait ce sera plus des symptômes et c'est très très dur de savoir pourquoi est-ce que ça fait ça. La deuxième, c'est que c'est assez dur de faire de l'alerting dessus. Souvent, c'est en fait, c'est un symptôme d'un symptôme d'une erreur. Et il y a beaucoup de choses à faire qui sont beaucoup plus pertinentes avant de commencer à se poser des questions sur la consommation CPU, la consommation RAM, la consommation réseau. Quand on a des équipes d'ingénieurs qui font ça, c'est super intéressant de les monitorer. Là, pas trop. Du coup, je sors ça du scope de ce que je vais dire. Donc, la première information remontée par l'application de pourquoi ça se passe mal, c'est le log. Le log, dès qu'il y a une action, je viens donner une information et l'opérateur pourra la consulter ou non. Alors ça, c'est un exemple de log qu'on a eu en production, qui est absolument terrible pour plein de raisons. La première, c'est que, est-ce que quelqu'un arrive à avoir une information utile là-dedans? La réponse est sûrement non. C'est-à-dire qu'en fait, on a 3 fois la date, ce qui est utile. Le log est absolument pas formaté. Et on a des informations comme quoi Nginx est en train de nous servir des... Comment t'as fait ça? Bon, tant pis. Que Nginx est en train de nous servir des codes 200, là, on le voit là. Et en fait, c'est pas du tout critique. Et c'est réglé complètement en alerte, warning, s'il y a le petit carré orange là-bas. Donc en fait, ça, c'est un log typiquement qui est très très mal structuré. Par opposition, dès qu'on se pose la question et qu'on réfléchit 30 secondes, on peut pousser des logs dans Google qu'il est capable de comprendre. Donc là, on a une erreur qui s'affiche en warning, qui est assez claire. On est plutôt content. Et là, on a un log qui se passe bien, où en fait, le message est super succinct. Et en fait, tout le contenu va être, si on clique dessus dans les informations qui sont en dessous, informations qui ont proprement été parsées, donc il comprend que c'est du JSON, etc. Et derrière, notamment si on a un incident ou qu'on veut faire le lien sur un utilisateur, un TID, peu importe, on va être capable d'exporter de faire des critères des recherches selon ces critères. Stackdriver est tout à fait capable de les comprendre et d'évoluer au-dessus. Donc ça, c'est un log qu'on a eu avec une librairie dédiée. C'est un log qu'on peut aussi avoir si on parle, on avait vu, on peut parler dans stdout, et en fait les logs sont réintégrés automatiquement dans Google, ce qui est assez pratique, et souvent ce qu'on préfère. Et en fait, si on parle au bon format, Google va automatiquement les comprendre et les reparser. Et en fait, on s'est rendu compte que nos logs Nginx, qui est le composant de base qu'on essaie d'avoir sur tous les déploiements, on était capable de les formater correctement de manière à ce que Google les comprenne. Du coup, on est passé de log Nginx qui ressemble à ça, donc qui est en warning avec plein de trucs qui, avec les IP 127.0.0.1, on suppose qu'il n'a pas été appelé par lui-même, postindex.php 200 et une date qui n'est pas parsée. On arrive sur des choses qui ressemblent
beaucoup plus à quelque chose d'exploitable sur Google a compris la date, il y a le get, il y a la méthode, il y a la taille, et on arrive sur des infos en plus qui sont la latence. Donc en fait, ça, c'est que des infos qu'on va pouvoir structurer pour Google, et derrière, en fait, Google va être capable de nous les refournir pour faire des choses beaucoup plus intelligentes. Notamment, avoir le code d'erreur et la latence, ça permet en fait de générer derrière, depuis ces logs, on va pouvoir régénérer des métriques, et on va pouvoir faire un petit graphe en disant, cette métrique-là, je vais avoir le taux de 200 en fonction du temps, et inversement, je vais avoir la latence moyenne en fonction, en fonction de l'heure à laquelle mon application est. Donc toutes ces métriques, donc maintenant en fait, depuis les logs, on a la capacité de recréer des métriques, et en réalité, il y a 3 métriques qui sont vraiment critiques pour gérer la prod, c'est le nombre de requêtes par seconde, le nombre d'erreurs servies, 500, et on peut compter les 400, et la durée moyenne d'un appel, c'est-à-dire voir si on a des gros problèmes de performance. Et en fait, avec ces 3 métriques, on s'en sort sur à peu près tout. C'est vraiment la base de ce qu'on a envie de voir sur toutes les apps. Et en fait, pas de bol, ça existait déjà, ça s'appelle la méthode RAID. R pour rate, E pour error et D pour duration. Et en fait, c'est aussi des gens qui l'ont formalisé, donc on l'a découvert a posteriori, parce que si on avait lu avant, ça aurait été trop simple. Et en fait, ça existe, et pareil, c'est un très bon article, très minimal. Les deux articles que j'ai présentés sont liés. Et c'est vraiment super intéressant. Et avec ces 3 infos, on a une vraie idée de, quand la prod casse, qu'est-ce qu'il faut regarder et quel est l'état actuel, et de pouvoir ensuite se dire c'est tel service ou tel composant qui est en train de tout me ralentir. À propos des outils, je vais clairement pas traiter exhaustivement tous les outils qu'on utilise. En fait, je vais en traiter 4 que vous allez être amenés à utiliser possiblement. Le premier, c'est Octant, qui est quelque chose de très peu connu et fantastique à utiliser. C'est grosso modo quelque chose que vous mettez sur votre laptop, qui vient prendre vos droits et lire votre kubeconfig, et en fait, donc on n'a pas d'install côté serveur, et qui a la capacité en fait de fournir une interface web qui va afficher tout le contenu de votre Kubernetes, donc vous allez pouvoir faire des recherches, etc. Et deuxième avantage, qui va gentiment pouvoir grapher les dépendances entre les objets, ce qui permet de se rendre compte, notamment quand j'ai un service qui est plus valable, en fait il va devenir rouge, et en fait on est capable très très vite de voir si au hasard on a raté une dépendance entre 2 objets et que le trafic est mal acheminé. Du coup ça c'est vraiment fantastique, c'est l'outil numéro 1 de debug quand j'ai des soucis. Regardez-le, c'est vraiment génial. Deuxième, c'est Stackdriver, on l'a utilisé tout du long, c'est l'outil Google pour gérer à la fois les logs et les métriques. C'est un très bon moteur de requête, et pour gérer les logs, il n'y a pas grand chose à dire, c'est assez agréable. Pour la gestion des métriques, l'affichage est pire, le tracé de graphe, c'est vraiment complexe. Il y a plein de notions et il n'y a aucune abstraction qui est faite pour rendre la vie plus facile à l'utilisateur. De plus, le site crash de manière assez régulière, donc souvent quand on fait des graphes et que ça rend pas, c'est un peu frustrant. Toute la partie alerting est pas mal. Ça marche bien, cette interface avec Slack. Et grosso modo, lui, UX est contestable. Donc c'est un outil qui est très adapté si vous placez purement d'un point de vue infra pour faire quelque chose de minimal. Par contre, dès qu'on veut donner accès au dev pour qu'il fasse des métriques et des informations plus métiers, ou qu'on va vouloir extraire par exemple des dashboards d'un point de vue business pour savoir le taux de fois où cette opération est arrivée, je pense que c'est pas du tout l'outil adapté à cause de sa complexité. Tout ce qui est service mesh, j'en ai entendu parler. C'est quelque chose qui est très à la mode et qui est beaucoup vendu par Google, Amazon, Microsoft. Grosso modo, c'est une surcouche par-dessus Kubernetes, comme si on n'avait pas assez. Et ça vient gérer toute la partie réseau. C'est assez complexe. Grosso modo, ça peut vous donner de l'observabilité, mais je le déconseille fortement si vous n'avez pas 4 personnes dédiées pour la partie gérer Kubernetes infra. Ça augmente de la latence, ça augmente une complexité, ça fait que les bugs qu'on a, ils sont encore moins observables parce qu'il y a une couche d'abstraction en plus. Vraiment, nous, on a décidé de ne pas le prendre. On s'est posé pas mal de questions et je vous déconseille aussi, sachant qu'en fait, avec des applications qui sont bien configurées, on peut avoir toutes les informations que ça peut nous apporter, notamment si vous structurez vos logs. Et enfin, le dernier, Locus, qui est un petit outil pour faire du test de charge. Ça remplacera jamais un vrai test de charge. Par contre, ça peut permettre d'avoir un ordre de grandeur. Ce qui est vraiment utile, par exemple, je déploie un conteneur, un pod. Il faut définir des requests et des limites en RAM et en CPU. En fait, ça, si je prends 2 routes et que je tape, je vais regarder à quel moment ça bloque et comment est-ce que ça se comporte. Donc ça donne très rapidement un ordre de grandeur. Et autre chose, on peut se rendre compte que, notamment avec ces fameux quotas, par exemple, on atteint le maximum de connexions concurrentes à NDB. Et donc que quand on arrive à ce niveau-là, qui est par exemple, nous on avait 20 connexions concurrentes, qui est indexées sur la RAM, on se retrouve à avoir
magnifiquement des erreurs 403 qui apparaissent, qui en plus n'ont rien à voir. Et en fait, ça permet de traquer ce genre de problèmes un peu bizarres, notamment de performance, où on ne sait pas trop comment réagir, quand c'est des cas qu'on n'arrive pas à reproduire proprement. Ça, c'est assez bien. Surtout les trucs un peu heuristiques, où on n'est pas sûr de pouvoir les reproduire, ça marche bien. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour. Du coup, en conclusion, notre objectif ici, c'était rester un maximum minimal sur tout ce qu'on allait faire, avec quelques alertes, couvrir un maximum. Ce qu'il faut retenir, c'est couvrir le plus de symptômes et le moins de causes possible. Des causes, il y en a une infinité. Des symptômes, le fait que l'application ne marche pas, c'est un symptôme qui est plutôt global pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de... C'est sans équivoque. On peut utiliser Stackdriver à son plein potentiel, surtout d'un point de vue log. Par contre, c'est pas du tout un outil pour d'un point de vue plus dev et métier. Et dernier point, c'est faire attention à la mode quand on rajoute des technologies, notamment toute la partie service mesh. Souvent, on a des gains, mais qui sont pas intéressants par rapport à notre coût qu'on a techniquement et humainement à la mise en place et au maintien. Et voilà, je crois que j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? J'ai parlé très vite, j'ai dit beaucoup de choses, je suis désolé. Oui. Du coup, c'est quoi le coût d'Istio et de Service Mesh dans le cadre d'un cloud, c'est pas géré par... Alors, c'est déployé par Google. C'est pas administré par la suite. C'est comme tous les services Google où ils veulent bien nous les jeter une première fois, mais en fait derrière ils vont pas assurer le service après-vente entre guillemets. Alors Istio il l'assure mais pas entièrement. Du coup typiquement déjà il manque des composants. Istio c'est modulaire. Si on veut l'interface web, ils vont pas la déployer, il faut la faire pour nous à côté. Istio en termes de CPU, ça peut aller jusqu'à 20-25% de plus en CPU pour l'acheminement réseau, ce qui est absolument non négligeable sur des typologies où on passe tout autour, où on fait des tours de service. Et le gros point, c'est toute la partie complexité en cas de debug. Déjà, aujourd'hui, on passe du temps à former les équipes sur Kubernetes et à ce que les développeurs soient un maximum capables d'interagir avec l'outil et à les débugger tout seul, pour pas devenir la seule response team et les seules personnes à traiter les urgences. Istio, ça rajoute une complexité de plus, et du coup, c'est quelque chose de plus pour les devs à apprendre. Et en fait, déjà, quand on a du Kubernetes et des outils qui s'empilent par-dessus, plus du Docker, plus leur application, plus le métier du client, en fait, on arrive à des choses qui sont assez compliquées d'un point de vue cognitif. Typiquement, c'est pour ça qu'à la base, on était parti sur du Helm pour la gestion de tout ce qui est manifeste Kubernetes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était en train de faire une espèce de framework et de réinventer un DSL à nous qui était pareil que l'équivalent Kubernetes, enfin que les manifestes Kubernetes eux-mêmes, sauf qu'il y avait que nous qui connaissions. En fait, du coup, on avait rajouté une couche d'abstraction et qu'on n'avait absolument rien gagné, donc on a arrêté du coup. C'est le même genre de problème finalement, où on a des gains effectivement dans l'absolu. En pratique, on rajoute une couche d'abstraction, on a l'impression qu'on a résolu un problème et on l'a juste déplacé.